à une lettre anonyme. Crapule. L'ennuyeux dans votre psychologie, c'est qu'elle flotte dans l'ordure, et que pour l'appréhender, il me faille salir mes idées. On ne parle pas impunément des cloportes sans devoir soi-même s'abaisser et s'y mettre à disposition. Tant pis. J'enfourche ma plume d'égoutier et je suis à vous. Tout juste le temps de me refaire un vocabulaire. Je regrette de rendre publics mes sentiments à votre égard, j'eusse de beaucoup préféré, je ne sais par quel don de trouvailles, vous trouver, où que vous soyez, et vous dire par le fouet ce que vous me contraignez à vous faire savoir par la grâce de mon éditeur. Votre lettre, j'avais l'intention de la publier en photocopie, mais mon secrétaire, qui sait faire le ménage, l'avait jetée où vous pensez, avant que je ne lui fasse part de mes intentions. C'est dommage. Vous seriez ainsi entré dans la littérature par la porte de service, bien entendu, mais je puis vous assurer que vous n'y seriez pas resté longtemps. Pour vous, la verve épistolaire s'est arrêtée au poulet, comme on dit dans le style direct qui vous convient, à croire que vous avez la nostalgie des manières policières. Rien ne ressemble plus à un flic qu'un autre flic, à la vérité. Et si vous devez faire une carrière dans l'anonymat, faites une demande. Au quai des Orfèvres, on ne vous convoquera pas, on vous recevra. Je préfère, quant au sens de l'incognito qui est le vôtre, m'en référer à certains graffitis qu'on peut lire dans certains lieux. Là, au moins, on sait que cela répond à des impératifs précis, où l'anonyme le dispute à la pathologie. Les cabinets publics où patauge une foule de sentiments qui n'ont de biologique que ce qu'on veut bien y apporter, ne sont même pas dignes de recevoir votre obole. C'est assez vous dire que vous ne valez pas grand-chose. Dès lors, il faut vous faire à votre solitude. Écrivez, écrivez. Et comme disait Voltaire en parlant du mensonge, il en restera toujours quelque chose. Ne serait-ce, en ce qui vous concerne, que les quelques phrases que j'ai l'honneur de servir aujourd'hui à votre lecture, si tant est que vous puissiez me lire. Car vous me lirez, crapule, vous me lirez un jour ou l'autre, quand vous aurez appris à être un homme. Cela dit, depuis que j'ai le privilège de recevoir un important courrier, j'ai donné l'ordre à mon secrétaire de tout lire avant moi et de ne me communiquer que les lettres valides. Je sais donc que vous m'avez écrit, mais je dois vous avouer que je n'ai pas eu le loisir de prendre connaissance de votre contenu. Car ordre est donné aussi autour de moi de ne pas m'accommoder avec les odeurs particulières. C'est bien le moins que je vous dois. Navré d'être dupe, s'il vous prenait demain, sinon le courage, du moins la fantaisie de m'écrire une lettre signée de votre nom. Sachez aussi qu'elle sera passée au crible de mon secrétariat avant de m'être présentée, même et surtout si elle contenait des excuses. Alors, vous n'auriez plus aucune chance de vous faire lire, tant il est vrai que les gens de votre race commencent dans l'anonymat et finissent le front à terre. Quand vous serez à terre, faites-le moi savoir, et je ne manquerai pas de vous faire piétiner, car j'ai des employés aussi que je paie pour les besognes élémentaires.
Lettre à l'ami d'occasion. Cher ami, vous êtes arrivé un jour chez moi par un coup de téléphone, cette mécanique pour laquelle Napoléon eût donné Austerlitz. Je n'aime pas cette mécanique dont nous sommes tous plus ou moins tributaires parce qu'elle est un instrument de la dépersonnalisation et un miroir redoutable qui vous renvoie des images fausses et à la mesure même de la fausseté qu'on leur prête complaisamment. Et ce jour-là, pourquoi le taire? J'étais prêt à toutes les compromissions. Vous étiez un personnage célèbre, une sorte d'aigle hautain de la littérature contemporaine, un talent consacré, sinon agressif. J'étais flatté 1000 fois que vous condescendiez à faire mon chiffre sur votre cadran à grimaces, pour solliciter une rencontre dont je ne songeais nullement à régler les détails. Trop ému? Vous voyez, je n'étais déjà plus flatté. J'aurais dû m'enquérir aussitôt, avant de faire les commandes d'épicerie, de votre personne, de vos problèmes, par exemple, en mettant le nez dans vos livres. Je ne vous avais jamais lu, parole d'honnête homme. Je ne l'ai guère fait depuis, à quelques pages près. Les compliments qu'il m'a été donné de vous faire à propos de ces quelques pages étaient sincères, je le souligne. Votre style est parfait, un peu précieux certes, mais de cette préciosité anachronique qui appelle chat un chat et qui tient en émoi la langue française depuis qu'elle est adulte, guère comprise. Bref, j'ai lavé les chiens, acheté le whisky et mis mon cœur sur la table. Vous êtes entré. Votre voix me frappa au visage comme une très ancienne chanson, une voix d'outre-terre, dont je n'ai pas fini de dénombrer les sourdes résonances, un peu comme votre écriture, lente, superbe, glacée. Avant de vous entendre, on vous écoute, avant de vous comprendre, on vous lit, vous avez la science des signes, du clin d'œil, de la pause. Vous parti, il ne reste qu'une inflexion, qu'un froissement d'idées, qu'une sorte de vague tristesse, enfin, qui s'éteint avec les derniers frottis de vaisselle. Et l'on en redemande. C'est assez dire le charme que vous distillez. Un peu comme les jetons de casino, cette fausse monnaie, qui détruisent la vraie valeur pour ne laisser qu'une pauvre hâte à recommencer toujours et à perdre sans cesse. À vrai dire, vous êtes un phénix de café-concert, une volupté d'après-boire, un rogaton de poésie, vous êtes un poète à la mode auvergnate, vous prenez tout et ne donnez rien, à part cet hermétisme puritain qui fait votre situation. Et votre dépit. Vous avez amené chez moi toute une clique d'encensoirs, qui en connaissait long sur le plotage. Ce n'était plus de l'encens, mais un précis frotti-frotta comme au bal, dans les tangos particulièrement, quand ça sent bougrement l'omasse, et qu'il y passerait plus qu'une paille. Vos amis sont nauséabonds, cher ami. Et je me demande si votre lucidité l'emporte sur les lumières tamisées ou les revues à tirage limité. Tous ces minables qui vous récitent, avec la glotte extasiée, ne comprenez-vous pas peut-être leurs problèmes et leurs désirs? Ils vous exploitent, et c'est vous, en définitive, qui passez à la caisse, car l'ombre que vous portez sur leur cahier d'écolier, c'est tout de même la vôtre. Ils ont votre style, vos manières, vos tics, votre talent, peut-être, qui sait. Je suis venu quelquefois vous chercher à votre café littéraire et ne puis vous exprimer ici la honte que j'en ressentais pour vous. On eût dit d'un grand oiseau boiteux égaré parmi les loufias, chacun payant son boc et attendant la fin du monde. Quelle blague, cher ami, vous qui m'aviez émerveillé, je ne sais comment, et qui vous malaxez chaque éphéméride à cette sueur de 5 o'clock.
Je ferai n'importe quoi pour un ami. Vous m'entendez, cher ami? N'importe quoi. Je le défendrai contre vents et marées. Pardonnez ce cliché. Je n'ai pas votre phrase acérée et circonspecte. Je le cacherai, à tort ou à raison. Je descendrai dans la rue. J'irai vaillamment jusqu'au faux témoignage avec la gueule superbe et le cœur battant. Vous demandez à voir, à juger. Si l'on m'attaque dans un journal pour un fait qui m'est personnel, vous ne levez pas le petit doigt sur votre petite plume, même si c'est ma femme qui vous le demande, sans vous le demander, tout en vous le demandant. Vous êtes un peu dur d'oreille, et les figures de littérature dans une lettre d'alarme, ça ne vous plaît guère. Quant à enfoncer les portes que vous avez cru ouvrir il y a quelques décades, vous êtes toujours là, la plume aux aguets et le café aux écoutes. Il y a ceux qui font de la littérature et ceux qui en parlent. Vous, de la littérature, vous en parlez plus que vous n'en faites. Vous avez réglé son compte à Baudelaire, à Rimbaud, pour ne parler que de ceux à qui vous accordez quelques crédits quand même. À longueur d'essais, de manifestes, d'articles, vous avez vomi votre hargne, expliqué en long et en large vos théories inconsolées, étalé vos dictates. Vous avez signifié à l'agent littéraire de votre époque que vous étiez là, et bien là, même à coups de poing, ce qui n'est pas pour me déplaire, car vous êtes courageux, tout au moins quand vous avez décidé de l'être. Votre philosophie de l'action ne va jamais sans un petit tract, sans un petit article. Vous avez la plume batailleuse, comme Victor Hugo, et, quand il part à Guernesey, vous poussez une pointe aux Amériques, ce qui n'est pas non plus pour me déplaire, anarchisme aidant. L'unique, c'est ma propriété. L'histoire de la Hongrie s'est réglée pour vous, pour moi, pour d'autres, par un tract, encore, des signatures, une nausée générale, et bien européenne, et les larmes secrètes de Monsieur Aragon, qui n'a pas osé se moucher. Alors, mon cher ami, permettez que je rigole de nos vindictes qui avortent en deuxième page de combat, et allons à la campagne. Nous, les poètes, nous devrions organiser de grandes farandoles, pitancher comme il se doit, et dormir avec les demoiselles. Non, nous pensons, et jamais comme les autres. Quand il nous arrive de diverger dans nos élucubrations, on se tape dessus à coups de plume, toujours. J'ai eu l'outrecuidance d'écrire en prose une préface, une introduction, une note, si vous préférez, et cela pour vous laisser la concession du manifeste. Concession que vous tenez d'une bande de malabars 1920esques qui avait moins de panache que vous. Je me suis donc introduit tout seul un petit livre de poésie où je pourfends le vers libre et l'écriture automatique sans penser que vous vous preniez pour le vers libre et pour l'écriture automatique. Et je ne savais pas que vous n'étiez que ça, en définitive, un poète raté qui s'en remet aux forces complaisantes de l'inconscient. Vous avez rompu comme un palefrenier en faisant fi de mon pinard, des ragoûts de madeleine, et de ce petit quelque chose en plus de la pitance commune qui s'appelle l'amour. Vous m'avez fait écrire une lettre indigente par un de vos aides dans ce style boursouflé dont vous êtes le tenancier, et qui dans d'autres mains que les vôtres devient un pénible caca saupoudré de subjonctifs. Tel autre de vos amis, et que par faiblesse et persuasion j'avais pris en affection jusqu'à le lire, car il signe aussi des vers libres, m'envoya dinguer toujours dans ce style qui se regarde vagir. Je passe l'intermède de votre revue glacée, où en 2 numéros j'allais du grand mec à la pâle petite chose. Un de vos vieux amis enfin m'a introduit dans une anthologie, moi le maigre chansonnier, et chose curieuse, nous sommes, vous et moi, et côte à côte, les 2 seuls vivants à essayer de bien nous tenir parmi et au bout de tant d'illustres cadavres.
Vous ne trouvez pas qu'il y fait un peu froid? Je vous dois cependant certains souvenirs lyriques autant que commodes à inventorier. Nos conversations à brûle-pourpoint, votre admirable voix lisant de la prose, et je vous dois aussi de m'avoir sorti dans le Moyen-Âge, dont vous savez tous les recoins, et même les issues secrètes, à croire que vous en êtes encore. Si j'en crois l'un de vos amis de la première heure, et qui brinque-balle encore entre les insultes dont vous l'avez gratifié, et ce quand même on ne peut pas le laisser tomber, m'a affirmé que vous reviendriez à moi les bras ouverts et la mine prodigue, car, dit-il, un masochisme incurable vous pousse depuis des années à faire, défaire et refaire vos amitiés. Je n'en crois rien, et vous laisse bien volontiers à vos vers libres. Croyez que je regrette bien sincèrement de vous avoir eu à ma table. Lettre à un critique. Je viens de vous construire en un quart de plume, comme un robot. Et je pense qu'il vous sera difficile de vous reconnaître, car vous êtes devenu, pour les besoins de ma lettre, une idée générale, un sigle, comme la RATP. Ou si vous préférez, un pantin désarticulé et minable, sur lequel je daignerais m'arrêter quelques instants. Où travaillez-vous en ce moment? Au rez-de-chaussée, chez la Variété, à l'entresol, avec Madame Françoise Sagan, au premier, avec Jean Anouilh, plus haut, devant le buffet, ou peut-être, à l'heure qu'il est, vous reste-t-il assez de verbe et d'autres choses pour pousser une pointe vers les rimes de l'Institut et laver la vaisselle. Dans votre société anonyme de l'incompétence, êtes-vous bien placé? Peut-être la présidence? Chapeau. Peut-être simplement sur la bonne voie. Persistez. Votre tour viendra si vous avez la manière. Peut-être enfin n'êtes-vous encore que garçon de bureau. Que voulez-vous? Il en faut. Astiquez-vous les chines. Pas trop. Ça se verrait. Purgez-vous souvent. Il en est des gargotes comme du sexe. La propreté, voilà le secret. N'allez jamais à la banque pour y passer des écritures, c'est insoutenable. Contentez-vous de l'argent frais, et croyez-moi, quand il l'est autant que le poisson, il ne sent pas et fait du bien à la santé. Méfiez-vous de la mafia, très difficile à dénombrer au début. Ensuite, ça va tout seul. Un moyen, entre autres, ignorez absolument les patronymes qui n'ont pas l'air tout à fait français. Si on vous en parle à votre rayon, dites que vous en manquez en ce moment, mais que c'est très bien, toujours très bien. Si vous voulez faire de la radio, renseignez-vous adroitement sur les patrons. Il en est qui écrivent. Dans le doute, abstenez-vous. N'allez pas vous mettre inutilement à dos des gens susceptibles de vous employer.
à mon habit. Je ne vous ai mis qu'une fois dans ma vie, enfin, jusqu'à ce jour, et j'espère que vous aurez une fois encore le privilège de me vêtir, ne serait-ce que pour sacrifier à un lieu commun tellement mondain qu'il en a perdu le sens critique. On s'habille en lieu commun et l'on en rajoute, même si l'on est un fin styliste. Je vous ai mis un soir de gloire, c'est peu, mais ce fut grandiose. Des lustres, un prince, 80 musiciens et une baguette. Il paraît que vous fîtes des ravages tels dans le cœur de ces messieurs de la province qu'un prurite vestimentaire depuis ne cesse de les tourmenter. Vous voyez bien que j'en rajoute. Las. Vous êtes une queue de pie menteuse, je suppose, comme il se doit dans le langage idiomatique. Un frac désabusé, toujours désabusé le frac, bref, un smoking à l'échelle 20. On ne va guère plus haut. Vous êtes l'empereur des habits de soirée, et les empereurs qui vous enfilent, s'il en reste, ressemblent aux maîtres d'hôtel qui les servent. J'ai envie d'appeler les empereurs garçons. Vous, on vous met une cravate blanche, on vous prête un mannequin et vous faites la vitrine d'un grand magasin. Vous êtes sublime à l'étalage. Pardon. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit, puisque je ne vous ai mis qu'une fois, et que, dans l'espoir de rééditer cet avantage, je vous garde depuis lors sur un cintre acheté en 1950, appareil dont le ressort qui bande la tringle du pantalon est défaillant, ce qui fait que vous êtes souvent seul à augurer de mes épaules sur le bois courbé en tenant lieu, pendant que mes brais lèchent par terre la poussière que Denise n'a pas cru devoir réprimander. La poussière chez nous est anarchiste. Elle n'en fait qu'à sa laine, qu'à ses catons, qu'à ses mèches. De toute façon, ne vous faites pas de trame exagérément. Dès que je serai en état d'habit, je prendrai pour vous un rendez-vous à la clinique du pressing, comme disent les gens qui feuillettent confusément le Larousse Book. Je sais que vous lorgnez sévèrement vos confrères dans la penderie. Je sais qu'ils sont souvent crottés et boueux sur le côté extérieur du bas des pans de pantalon. Excusez l'allitération. Je sais enfin que vous vous ennuyez au bout de la tringle. C'est justement pour vous éviter une promiscuité, comment dit-on, gênante, c'est ça, que je vous ai choisi ce coin tranquille, et vous prenez pour un exil ce que vous eussiez dû accepter comme une faveur. Qu'à cela ne tienne. Vous allez rentrer dans le rang et vous mélanger à la foule des tissus compromis et fatigués. Il y a les chandails aux couleurs violentes. Vous ne leur adresserez pas le moindre revers. Vous n'aimez que le noir, distrait simplement par un peu de blanc de nuit. Ils s'en fichent, les chandails, ce sont des phares. Il y a mes costumes noirs, plusieurs. Ceux-là vous feront pitié, car ils brillent déjà tellement ils ont couru les bois, les champs, les théâtres, avec aussi les longues stations pliées sous le tableau de bord de la voiture. Il y a mon costume à petits carreaux verts, déjà démodé par la largeur des pantalons, cassant trop sur le soulier, et qui en a vu lui aussi à travers ses petites vitres écossaises. Il y a des fautes de goût dont je ne parle jamais aux journalistes, qui n'oseraient pas les trouver tout seuls. Il y a parfois un manteau de femme. J'aime assez qu'un manteau de femme dans mon placard vienne égayer de son galbe et de ses parures en godet, ou non, la rigueur de mes vêtements d'homme. Il y a des souliers au-dessous, mais ils sont vraiment trop bas pour jamais atteindre à vos jardins suspendus de grains de poudre. Vous verrez, ce sera d'abord tout beau, tout nouveau, et puis vous trouverez qu'on vous dérange vraiment trop souvent. Vous susciterez votre premier domicile au bout de la file, pardon, en tête, comme les empereurs. Si je ne vous mets plus jamais, cela ne dépendra pas de moi, mais des circonstances, comme on dit. Il y a toujours ces circonstances qui nous empêchent d'en finir, nous les hommes,
et qui nous aide à continuer de vivre. Dans tous les cas, si je ne vous mets plus, vous pourrez toujours dire au fripier qui vous recueillera plus tard: j'ai appartenu à un musicien qui a dirigé un concert dans sa vie et qui n'a pas été fichu d'en diriger un second. Et voilà, on vous louera. Vous sortirez beaucoup parce que vous êtes beau. Et puis un jour, tout finira pour vous aussi. Il en est des habits comme des hommes, ils s'usent, ils s'usent, ils s'usent. Adieu, mon habit, ou au revoir, et merci. Il paraît que le fameux soir de nos fiançailles, j'avais un dos superbe pour un chef d'orchestre, c'était très important. Ah, et il faut que je vous dise, au fond, je n'ai jamais beaucoup aimé sortir dans le soir. J'aurais bien aimé sortir dans la musique. Alors, tant pis. Je reste à la maison, en pantoufles, à vous écrire. Si je vous avais eu quand j'étais dans les ennuis, il y en a qui sont dans les affaires, d'autres qui sont dans les ennuis. Au lieu de vendre mes livres, c'est vous que j'aurais vendu parce que vous eussiez valu plus cher qu'eux. Et voilà. L'amour s'arrête toujours devant le boulanger. Et les sentiments à la fin d'une lettre. Un jeune musicien. Vous êtes né au siècle de l'abstraction, mon jeune ami. Il faudra vous y faire. Autrefois réservée à quelques fous de talent ou de génie, la musique est devenue une entreprise de la mathématique. Busoni, musicien italien, pianiste transcendantal, arrangeur de Bach aussi, maniait le paradoxe à ses heures de pause avec une rare prescience. Il écrit quelque part: la véritable musique est faite pour être lue et non pour être entendue. Il lisait loin, le bougre. Mieux qu'un mage, car s'il est des musiques que l'on n'entend que du bout de l'oreille, habitués que nous sommes à l'incontinence radiophonique, il en est d'autres, et combien. Il n'est que de mettre le nez dans les cimetières catalogues qui restent lettres mortes et dont les éditions phonographiques semblent être destinées à un public spécialisé pour écoute sous le manteau. L'œuvre contemporaine doit être concise, hautaine, à tirage de luxe, voire hors commerce, telle cette symphonie opus 21 de l'Autrichien Anton Webern, illustre servant de l'artillerie dodécaphonique et dont la discrétion dans le verbe confine quasiment au silence. Ce n'est pas un mot, mais une référence. En effet, dans un livre difficile qu'il a consacré à cette nouvelle balistique musicale, M. René Leibowitz écrit à propos de cette symphonie et de son auteur: sa prodigieuse science de la variation le conduira à l'immobilité presque totale, et la maîtrise du contrepoint, de l'harmonie, l'abondance de son inspiration mélodique le mèneront à ce point limite
où tous ces éléments culmineront en leur expression la plus primitive, le simple son isolé. De sorte que l'on pourrait dire, comme un de mes amis, grand admirateur de l'art de Webern, quand on a su apprécier une mélodie de Webern, toutes les autres, fussent-elles aussi belles que l'on voudra, paraissent comme de la guimauve à côté. Et voilà. Entendez-vous le silence contemporain? Ce simple son isolé, qui n'est même pas d'un corbeau enrhumé? L'entendez-vous grincer sur votre portée malade? La guimauve vous tire-t-elle par les pieds sous votre table glacée, attentif que vous êtes à vous chercher l'époux de l'algèbre sous l'œil d'aigle d'un Boulez, d'un Stocco-Magnétophone-Sen, un quoi? Stocco-Magnétophone-Sen s'appelle en réalité Stockhausen. C'est un illustre musicien allemand contemporain qui a le mérite d'être l'un des pionniers les plus significatifs de la musique électronique. Il a introduit le magnétophone dans la nomenclature habituelle de l'orchestre, du moins de son orchestre. Nous avons pensé qu'il était intéressant de mêler les deux noms, le maître et l'instrument, par une sorte d'électronique hommage. Prenez donc votre nana, égorgez-vous d'accordéon sous les tonnelles de guimauve ou sous les arches du motet de Da Victoria et rendez vos plumes. Lettre à la mer, en Bretagne. J'ai vite fait cette nuit avec la route qui m'arrivait dans les yeux comme un ciné d'asphalte. J'ai vite fait pour te revoir. L'aube n'en finissait pas de bâiller dans son plumard d'oie de fusain, et cette radio allemande qui essorait sur Mr. Hertz, la musique du plan Marshall. C'était Francfort, je crois, où tu n'es jamais allé ni moi non plus. Entre deux cris de saxophone, j'imaginais Paul Valéry et ses œillades à ton museau d'éternité. Je pensais aussi à la philosophie perverse du homard réclamant son visa pour l'Amérique et se délestant subito de sa carcasse pour finir tout mou et minable dans une gueule à la française. Vrai. La mue de ce pauvre petit homard dans ce casier, l'année dernière, entre deux gammes, ce n'est pas une des moindres de mes découvertes. Sous tes jupons de varech, quand tu foutais le camp là-bas, reprendre un peu de sang à la lune. Tu es une galvaudeuse, la mer, et je t'adore. Moi, je suis né sur ta cousine la Méditerranée, tranquille, souriante, avec l'accent aussi. Bleu, certes, plus souvent que toi, puisqu'on l'atteint, à ce qu'on m'a dit, pour les touristes, chaque été, sans doute des combines un syndicat d'initiative. Bref, ta cousine fait le tapin pour le baccarat, on l'a muselée, ce sont les galets qui la retiennent. Le sable, il y a belle lurette qu'il s'en fout. Il traîne à jouant les pins sous le cul des demoiselles, minables, je te dis, la Méditerranée. Ils ne sont même pas arrivés à en faire une opérette potable. Toi, tu as fait la croche à Debussy. Il est vrai qu'il avait un sacré talent. Quand j'ai débarqué ce matin, tu n'étais pas là. Oui, sans doute ton rencard lunaire.
Il y avait bien tes cheveux qui traînaient, encore tout mouillés de la nuit, mais ton admirable tête d'écume, loin de mes mains toutes sèches des villes, farfouillait l'horizon de je ne sais quelle hâte à recoudre des draps de coutil bleu lavasses. Que tu es mystérieuse, la mer. Où pars-tu loin de moi quand j'arrive tout gris d'essence? Vas-tu regonfler de ton sel quelques baleines d'Anaïde ou te perds-tu en conjectures langoustines? Joues-tu avec ces bateaux riches jusqu'à les démater ou peut-être cajoles-tu le mousse en lui remplissant la mémoire de sardines hors commerce? Les rocs jaloux te crachent à la figure et toi tu les lapes d'un coup en les laissant debout dans leur connerie de granit pendant que tu ravales ta vague travailleuse. Tu les pompes, les rocs, tu les écorches pour te broder la dentelle où tu dors le soir avec tes chevaux de marée haute, tes chevaux. Parlons-en, ils hennissent à m'en faire perdre toute la musique. Sur tes tringles de rocaille, il fait beau les voir dans leur galop d'équinoxe, éructant tes baves d'outre-monde et broutant les esquifs guignols. Les chevaux de la mer ne traînent qu'une idée. Tu peux rajouter cette couronne au cimetière marin, ça ne me fera pas faute. La métaphysique, tu le sais, ne fait pas le poids d'une palourde. Tous ces noyés en puissance et qu'on appelle les estivants, que font-ils donc avec leur œillère chaise longue? C'est toi le spectacle, et ils sont sur la scène, nègres saisonniers, à tirer la couverture, pendant que tu leur sers la soupe et des souvenirs de café du commerce. Que tu es bonne, la mer, d'exister pour ceux qui ne te voient jamais. Les jouets en caoutchouc, les petits seaux et les petites pelles, les bouées dites de sauvetage aussi, peut-être. Tout cet attirail impersonnel te rendent bien plus hommage dans leur candeur inhumaine que le vieux monsieur ventre à l'air, le goujat, qui t'arrime dans ses jumelles, ou que la pin-up qui te brasse vers les midis, quand tu es repu calme et désolé. L'idée que je me fais de toi, vois-tu, est d'une autre planète, pour ne pas dire d'une autre qualité. Lorsqu'il m'arrive de parler aux hommes avec un parti pris de sincérité, tiens-toi bien, je dis que je ne t'aime pas, que tu me fais peur, que je t'ai entrevu par hasard au cinéma ou à Deauville, quand tu es de service. Bref, ça fait toujours son petit effet. Et l'on me demande pourquoi, avec l'à-propos de gentillesse qui caractérise les bonnes relations. Tiens, il n'aime pas la mer, ce petit. Eh bien, on va lui demander de s'expliquer. Alors, du tac au tac, je leur réponds, parce que j'ai le même mal qu'elle. Et il rit à cordes cassées. Le mal de mer, le mal de mer. Ils ne savent pas ce que c'est que le mal de vivre, ces imbéciles. Pas vrai, la mère? Ils ne savent pas ce que nous savons tous les deux, depuis que l'on sait quelque chose, dans cet univers glacé. La certitude que nous ne savons rien. Et tu le sais tellement bien, toi, que l'idée même d'être la mère te fait continuer à être la mère. C'est un peu comme moi. L'idée que je suis un homme me fait continuer à être un homme. Moi qui te pense, me diras-tu, moi qui t'invente et qui te nomme, je pourrais peut-être me bousculer et aller voir ce qu'il y a derrière. Tu ne peux pas t'acheter un Browning pour en finir une fois pour toutes avec tes ressacs et tout le tremblement? Moi, oui, je peux m'acheter un Browning, mais je ne le fais pas parce que j'ai peur et surtout parce que je suis heureux dans ce que je fais. Parce que je ne m'ennuie que lorsque je t'écris. Ce n'est pas de l'ennui, non. C'est de la tristesse, parce qu'il faut que je t'écrive une lettre qui composera mon livre qui n'est pas encore composé, parce qu'il ne faut pas que je meure avant d'avoir fini ce que j'entreprends aujourd'hui avec toi, et avant même d'avoir écrit beaucoup d'autres choses, avant d'avoir encore fumé des celtiques à m'en arracher les éponges, pas les mêmes que toi. Moi je respire avec, toi tu commerces, avant d'avoir mangé des kilos et des kilos de spaghettis à l'italienne,
expressément cuisinée par mon amour, chez moi dans ma maison parce que j'aime la vie et que le mal de vivre, dont je t'ai touché une bribe tout à l'heure, n'est qu'une manie littéraire et que la littérature, oh, il y en a marre, comme on dit à l'Académie française. Vois-tu la mer, tout ce qu'on a entrepris sur ton dos depuis que les artistes t'ont fait concept me donne la nausée, car il y traîne toujours quelque malversation poético-commerciale qui rend ta beauté monocorde et inutile. Au fond, tu n'es qu'un ciel mouillé, comme mes yeux. Quand je pense à toi sans te mettre sur une carte postale ou dans une symphonie, mais en t'aimant ce matin, de retour des villes où ça sent l'homme, tout seul dans un coin de la plage, et lisant avidement le calendrier des marées, seule philosophie que je te concède, à demain, la mer, dans tes bras. Lettre au miroir. Tu es la photo fugitive où veille décadence, miroir. Matière où la lumière se casse et réfléchit un songe de molécules. Narcisse t'a sacré, et ton règne s'égare aujourd'hui au fronton des magazines en y fixant tes images mouvantes. Tu finis dans l'encre et le papier glacé. Peindre ton vide, ta nudité, ce serait là le comble de l'épure. Dans le néant, tu fais des rêves de néant et nous en donnes la réplique. Rêve donc tout seul. L'impassibilité de ton lac où frisent des participes me glace. J'ai été belle, reine, les gens se prosternaient devant moi, et tu gardes dans quelque ombre de teint la courbe de leurs oraisons. Redis-moi les génuflexions, les grâces, les pénitences, redis-moi ma peau de neige et son délire de rose dans les bras de la passion. Raconte-moi une fois encore, avant que je ne passe à travers toi pour me perdre et me mordre la queue, pour renaître à la clarté des yeux étrangers, raconte-moi les heures où, me fardant, tu reflétais l'inutile beauté dont j'étais insouciante et tout enclose dans la mémoire des rides. Tu es une eau solide que l'on boit du regard et qui grise, une eau dormante où gît le temps dont tu as pris le risque. Le temps dans les miroirs n'est plus le temps des hommes. Il est figé, nu, grave. Il se pourrit d'éternité. Dans la nuit, tu allumes des tempêtes, et au bord du vide, ta position de dormeur éveillé inquiète l'aventure. Dans les yeux de la femme, je te soumets et me dédouble. Mais ton privilège de brillance a tôt fait de vaincre mon pauvre regard dans l'abîme des larmes. Toujours brouillés, les yeux, tes frères, s'éteignent d'un sourire, d'un spasme.
Toi, tu projettes alentour de ton champ d'investigation des aveux formels, l'être et non plus la chair. Ma main sur toi, comme une caresse, caresse une autre main, celle que j'invente, en revers. Et dans mes yeux, je vois ma nuque. L'être ne se regarde pas. Je voudrais que tu me rendes mes pensées l'autre fois ou l'autre fois de mes pensées, ce qui m'est indifférent puisque les pensées n'ont ni passé ni avenir et meurent d'un présent multiforme et statique. L'autre fois que tes images ont catalogué au fond d'un plat sinistre où cuisent des fantômes est un adverbe qui nous distrait de l'oubli. Les adverbes toujours nous trompent, les adverbes sont frauduleux. Quand ils sont vieux, quand ils ont trop usé nos paroles avides, on les substantivise, on dit l'autre fois, le toujours, le jamais, l'ailleurs, oui, l'ailleurs. Tous ces mots, quand ils te regardent, que leur reflètes-tu? Ils se cassent la figure sur ta transparence avortée, car nous te regardons avec des mots. Les yeux, les lèvres, les cheveux gris, les cernes, les rides. Ah, les rides, elles ont fait ta fortune. Tu n'es qu'un attirail de vieux et de coquettes. Tu es un complice qui ne ment jamais, mais qui veut bien sourire si l'on te sourit. Quand je passe devant toi dans le couloir, tu me renvoies l'image d'un piège. C'est toi l'oiseau, et moi la glu. Et je me colle à toi, bouche à bouche, et la brume de nos haleines n'est qu'une gaze de nausée. Des fois j'ai voulu plonger dans ton eau pure, pour sonder ta mémoire abyssale. Je n'en suis jamais revenu. J'ai dû me perdre dans des coutures. Le cas Narcisse est un cas d'urgence, l'urgence de l'urgence, le drame du drame, le rire du rire. Tu n'es que l'écho des petits problèmes, tu as le bégaiement de nos alarmes. Si la réflexion n'existait pas, si l'eau claire non plus n'existait pas, si la photo et tous ses dérivés non plus n'existaient pas, enfin, si nous n'avions aucun moyen de nous voir, de nous regarder, pourrions-nous compter sur l'autre, sur l'étranger pour nous dire comment nous sommes faits, pour nous dire notre nez, nos regards? Il faudrait peut-être nous couper la tête et la mettre en face de nous, une tête de Venise, une tête Louis XVI, une tête de veau. Nous nous prendrions peut-être pour des veaux à tête plate. Il suffirait que d'autres nous le disent, tu as une tête de veau, mais plate. Alors la nuit, nous la prendrions, cette tête, entre nos mains, en nous disant « Je ne suis qu'un veau ». Que la laideur de l'homme serait à l'aise si tu n'existais pas. Quel alibi! Fugitif photo, où veille décadence, où la lumière se casse et réfléchit un songe de molécules. Quand je pense que tu n'as pas encore vu que je me teignais les cheveux, tu ne vois donc pas la vérité. Au fait, qui la voit?
Lettre à l'Angleterre. Madame, quand j'étais enfant, vous me donniez l'impression d'être un vieux jupon, un face à main, une tasse à thé emplie plusieurs fois vers les 5 heures après-midi avec sa cohorte de gâteaux spécifiques, et dont il ne me reste qu'un mot farineux, plum pudding. Il faut vous dire que j'habitais alors dans une ville dont le syndicat d'initiative avait l'accent britannique tellement il vous était assujetti, et ce pour des raisons de change. Votre livre sterling a chez nous un prestige que vous n'ignorez pas, et dont vous tirez largement profit, ne serait-ce que par une sorte d'orgueil saisonnier. Dès que vous mettez le pied à Calais, vous vous croyez au Moyen-Âge. Je vous demande pardon, mais jusqu'en 1950, vous n'avez jamais été pour moi qu'une vieille dame, fardée jusqu'au subconscient, les yeux charbonneux, la bouche vaseuse, sinon experte, et le sac à main empli jusqu'au faîte, et circonspect. Une fable courait la rue à ce moment-là. Il s'agissait d'une certaine Lady McCarthy, qui avait trouvé le moyen de doubler ses conquêtes. Si je souligne le mot, c'est qu'il s'agit d'une figure de littérature qui, dans notre langue, nous sert à masquer l'évidence par une sorte de politesse voltairienne que vous appelleriez de l'humour anglais, et que les grammairiens s'entêtent chez nous à nommer euphémisme. Quand je vous aurais dit que la lady en question allait sur ses 80 ans, qu'elle avait des gigolos, danseurs professionnels de préférence, qu'elle les conviait chez elle, à l'hôtel, après la gymnastique vespérale, vous diriez le thé dansant, vous m'ôterez tout scrupule. Et si j'accepte dès lors de vous faire grâce des guillemets, acceptez en retour que je m'en tienne à des artifices de style pour parler de cette vieille dame anglaise quand vous seriez en droit de penser maintenant qu'il s'agissait d'une vieille rombière sur leur tour. C'était haïr en perlousé jusqu'à la garde. Je fais déjà un écart de langage, excusez-moi, mais non point une erreur d'observation. C'était là l'image unique que j'avais de votre fierté d'outre-Manche. Et quoi? Tant de graisse, sous tant d'or, me disais-je, tant de plis au coin de la bouche, tant de ventres ramenés à force de gaines à supplice, tant de dévotes onctions sur les bergères Louis XV défaites, livrées sous les assauts mercenaires du danseur mondain, et à genoux, et sa crâne. Votre ambassadrice ne se donnait plus qu'assise, pendant qu'un forçat dans les soutes forçait. Une pudeur sénile, et dont elle ne mesurait pas l'incongruité, l'inclinait bientôt à prendre la tête de son cygne, et l'enfouissant à nouveau vers les trésors ruisselants, elle lui murmurait avec l'accent « Mon enfant !» et vacillait. Une jeune femme qui vacille, c'est parfois intenable. Une vieille dame qui s'en va comme ça dans l'écœurement d'un danseur italien, aspiré comme une moisissure, c'est... comment dire... il faudrait inventer un mot et l'oublier aussitôt. L'intermède Louis XV terminé, le jeune homme partait, moustache fine et sèche, chevelure verglacée. Il partait, nanti de la moitié de son salaire, car c'était bien la condition de l'affaire.
Pour le revoir et qu'il transcende sa nausée, la dame n'avait qu'un moyen, l'obliger à retourner vers elle et valoriser cette moitié. Un billet de 500 francs, grand Dieu, c'était de l'argent en 1925. C'eût été pour elle le voyage sans retour, pour lui surtout. Mais la moitié d'un billet de 1000, c'était génial. On doublait la mise et le plaisir. Le danseur retournait le lendemain pour rapiécer la monnaie. Elle en trouvait d'autres. Jamais le même, à moins que... Pour les danseurs mondains de cette époque, l'argent qui sentait, c'était tout de même de l'argent. Et puis chez nous, c'est proverbial, l'argent n'a pas d'odeur. La mode du tango passée, la chambre d'hôtel lavée et mise en place pour d'autres sortilèges, Lady McCarthy mourut, mais demeura vivante pour moi dans l'idée que j'eus de vous, madame, pendant 25 années. Chaque fois qu'on prononçait votre nom devant moi, je voyais une poupée anachronique, levant ses yeux bordés de rimel et tenant de ses doigts boudinés et bagués une tête ployée. La luxure à la mode de Caen. Le temps pour les enfants est une tragédie qui commence au sein de la mère, qui passe par le désordre des paroles adultes, déformées, ineptes, indéchiffrables, et qui finit dans le miracle de la chair. À l'âge d'homme, j'ai compris. J'eusse même été danseur mondain sous une lady. Je vous connais depuis par mon passage dans les brumes de 1950. Le cigare fumé à deux avec Madeleine, les cacahuètes sans leur étui mouillé de bière Guinness, et l'œil exact. Vous êtes un morceau de spleen enfoui, et mon carbone 14, comme disent les archéologues modernes, sera toujours daté ces quelques jours passés sous votre manteau du Nord, avec à votre doigt brillant comme des yeux de fièvre, Londres, Londres. Votre plus belle idée. Une ville est une idée, à la vérité, quand on l'approche, quand on s'y donne, comme se donne une vierge. À une idée aussi, les vierges se donnent toujours à une idée. On découvre le monde de la parole, de l'écriture. On se dit que l'invention des rues, des filles, des marchands se fait à partir d'une géographie subjective. Longtemps j'ai regardé un arbre et le créé dans mon regard. Les cartes de l'Atlas, les cartes de l'Angleterre, madame, sont apocryphes. Elles sont un devoir de cadastre. La seule carte que j'ai de vous maintenant est tracée au fil d'une intimité que je vous ai volée. Les couleurs étaient anglaises, les parfums, les haltes dans la rue aussi, les taxis sortaient de moi, du plus profond de mon moi, comme d'un garage particulier. Ils sont beaux, madame, vos taxis, un peu vieillots, et je pense au fiacre, et je pense à Verlaine et Rimbaud, cousus. J'habitais Tottenham Court Road, dans une rue dont j'ai perdu l'identité, et dans un hôtel tenu par un gros homme italien chez qui je gardais le privilège de mes nourritures terrestres, qui n'ont jamais été jusqu'à ce jour qu'un complexe de spaghettis et de plats huilés d'olives. Dans cet hôtel où le restaurant s'achalandait en sous-sol, je gardais le contact avec le soleil, un peu d'ail, un relent de ragoût à la tomate. Cela me suffit à ne jamais m'expatrier tout à fait. Dehors, c'était le charme. Livré totalement à vous, ne sachant d'anglais qu'une version poussive très mal notée à mon premier bachot, j'étais vraiment l'étranger, l'autre, le rêveur de Méditerranée. Tottenham était vide désert le soir, une sorte de campagne macadamisée, une putain de couleur qui passait un peu après 10 heures,
avec ses pattes d'araignée de passe, quelques taxis, des paroles confuses, et moi à la fenêtre, avec mon cogito et le dictionnaire de slang que j'avais acheté l'après-midi. Dans votre slang, je vous voyais dévêtu et capable du pire ou du meilleur, mais fidèle à mon langage secret. Villon jargonnait, moi aussi. Avec vos phonèmes abrupts, la vraie langue de l'homme est une langue pavée, inappréciable du vulgaire et sensible jusqu'au bout des ongles. Les mots griffes. Je disais tout haut à la fenêtre les mots privés, dont n'eussent que certains initiés des matins blêmes. J'étais un sacripant sous votre étoile de fanal, madame, et l'ombre projetée sur la chaussée était une ombre de potence. J'eusse aimé mourir le lendemain à l'aube, supplicié. Un mot d'or et d'ordure à la bouche, et des filets de slang dans la semence que n'eût pas manqué de faire couler de mes profondes tanières la strangulation de chanvre. J'étais français à Montfaucon. Là j'eusse été britannique. Mon ombre bougeait par le vent, terrifiant la putain noire. Je m'endormais bientôt. Madeleine m'arriva, apportée par un oiseau de France, un oiseau sans plumes, mais rapide. Quand elle fut dans notre chambre, je lui donnai quelques livres gagnés sous les projecteurs imbéciles. J'achetai une bouteille de whisky et lui racontai mon ennui. Avec elle, j'allais savoir qui vous étiez, de quelle brume vous enrouliez votre tamise, de quel paquet vous fatiguiez les docks, de quel stylet vous blessiez les pucelles toujours recommencées de Soho. Toute la mythologie de l'opéra de 4 sous du Bigar's Opéra, comme l'écrivit John Gay, allait remontant mes fosses nasales. Vous dites Bigard, nous disons mendiant. Le cigare au bec, dans la rue, tous les deux, nous apprenions le rire, le vrai, l'énorme, l'indécent, celui qui donne le rictus aux malvenus, aux classes hautes de la société qui rentrent chez elles pour se soulager dans les lavabos ou dans les équations simplistes de l'œuvre de chair. Nous regardions les fenêtres closes, avec derrière les rideaux, les cris trop courts, les spasmes, le glou-glou des conduites de plomb, et la tristesse de Gauguin, et ces questions absurdes. Qui sommes-nous? Nous arrivions toujours trop tard au pub, à vos cafés, réveil règlement, où l'on boit le whisky à la sauvette parce qu'il faut sortir très vite, non sans avoir bu jusqu'aux larmes les gueules inconsolées de vos buveurs de bière nègre, de pale ale, étonnés de me voir mettre le cigare dans les lèvres de Madeleine, et je pensais au Hellgrop de Villon, et j'imaginais que la pale ale est une bière de gibet. Pendus à vos colibets, nous partions, je dis bien vos, puisque vous étiez eux, les Anglais, gentils, propres, avec leurs femmes insipides, quand elles ne sont pas belles comme la plupart, et ouvertes, et odorantes, de cette odeur du lit, quand elles ressemblent aux femmes d'Apollinaire. J'en ai connu une en 48 à Paris qui avait une belle voiture, où ça ne sentait pas l'essence, mais le stupre. J'aime l'odeur du stupre. Oh, le mot heurté, cynique, humide, quand il remplace les parfums Élysées. Un matin, nous prîmes le train à Kensington Station. Vos trains sont comme vos taxis, pas tout à fait dans le siècle. Et j'aime que vous vous attardiez aux formes démodées, dans tout ce que vous faites avec le fer, avec la pierre aussi, car vos maisons relatent un début de siècle qui n'ose pas s'aventurer dans le temps qui va trop vite, dans le béton hardi qui crève l'azur aujourd'hui, dans n'importe quelle banlieue lépreuse. Tenez, vous êtes un peu Churchill, trop vieux pour qu'on l'écoute, pas assez pour qu'on l'oublie. Nous prîmes donc le train ce matin-là via les moors et les complexes de mademoiselle Émilie Brontë. Nous allions vers le hurlement d'un bon vent 19e.
croissant ses tringles sifflantes sur une lande dont nous ne connaissions jusque-là qu'une interprétation hollywoodienne. L'épopée au cinéma, quand elle porte, vous conduit à la plus proche gare et vous incite à vous mettre en scène, à pénétrer l'image, ne fût-ce que pour voir de près Monsieur Laurence Olivier et Mademoiselle Merla Oberon. Les acteurs, il ne faudrait jamais savoir qu'ils sont des acteurs et pouvoir les rejoindre sur les lieux du drame et leur dire « c'est bien, vous êtes mon Heathcliff, vous êtes ma Cathy ». Cela dit, je ne vis plus dans la continuité du scénario. Je reprends à mon compte vos coucheries psychiques, faites l'amour dans vos coulisses, moi je m'en vais dans l'auberge, au bas de la grange. Nous y fûmes. Une lande verte et des moutons noirs, une hôtesse mi-grasse et des confitures de délices, un vieil homme attardé qui disait tout le temps, comme une psalmodie, « a long time ago ». Ce devait être le fantôme de Chaucer. Je revois tout cela et j'entends crier le vent, oui, crier, hurler. Nous partions vite, Madeleine et moi, dans le matin triste, et nous piquant de son givre anglais, nous partions en haut de la lande. Les mours, et nous prenions l'apéritif de spleen dans la maison sans toit, avec Heathcliff, et nous gravions nos initiales sur le bois mort. Il était seul à jouer au psychodrame et vomissant Madame Brontë de l'avoir enchaîné à des mirages. « Vous voulez tout savoir ?» nous disait-il. « Eh bien, Madame Brontë, c'était une masochiste. Si je l'avais sous la main, je lui planterais l'Angleterre dans le chiffre. Alors, je n'aurais plus de raison de ne pas être. Je naîtrais pour moi seul. Et puis Cathy, c'était une littérature. Et moi, un marchand de terreur hugolienne. C'est dépassé. Le vrai roman, c'est le vôtre, Léo. Madeleine, amalgamé et réinventant le premier amour sous la houlette de cette vieille putain d'Émilie et du haut d'un catalogue de Bruyère. Partez. Ici, ça sent la mort, l'Angleterre et la littérature. Retournez donc à Londres. Là-bas, au moins, quand le vent hurle, les maisons hautes finissent par le casser. Ici, c'est un accessoire de théâtre. Adieu. Nous revînmes à Londres. En passant à Leeds, je pensais à des couteaux. Dans le compartiment, il y avait encore de vos Anglais, madame, qui sentent le thé. Il y avait aussi un chien Airedale que nous avions acheté pour 12 livres à un fermier. Je me voyais riche. Un Airedale, ça fait riche. Le train hurlait sur les rails loin des moors. C'était la musique d'Heathcliff qui nous accompagnait. La campagne dehors nous menaçait de ses arbres frileux. J'étais désespérément français. Le chien ne mangeait pas. Un chien qui ne mange pas, ça nous retourne. Il n'était pas malade et faisait la grève. Il était beau et snob, comme un chien de grande fortune, et nous n'avions à lui offrir que notre amour, qui était grand, mais pauvre. Les chiens qui n'aiment pas n'aimeront jamais. 8 jours passèrent. Madeleine accroupie devant lui, avec des viandes mirifiques. Rien. Toujours rien. Il tournait sa belle tête de chien de berger. Encore la lande et la bruyère. Son poil était feu et brun, comme là-bas. Je décidai vite Madeleine à le ramener chez lui, dans sa brousse bromphienne. Un jour ou deux,
pour lui démontrer que nous n'étions pas des maîtres mais des amis. Il ne voulut jamais être notre ami. Les vrais chiens n'ont qu'un seul amour. Il parvint à s'échapper de l'auberge où nous étions retournés. Les habitants étaient terrifiés, car l'Airedale est un chien qui, lorsqu'il ne garde pas les moutons, les mange. Et lui, nous le savions, avait très faim. Il était dans les Landes. Avec Langogo, nous tentâmes de le ramener. J'avais un os à la main, nous le vîmes, il vint nous flairer à 10 mètres et s'enfuit à jamais. Pour nous, il était perdu. Le temps des chiens viendrait plus tard. Si je vous ai raconté l'histoire de Samy, c'est parce que vous aimez bien les chiens. Vous êtes un peu la môme chien. Chez nous, le chien est tabou. On ne le mange pas. Chez vous, on lui réserve une place dans le métro. Nous retournâmes en France, très vite, par la Flèche d'Or, comme au cinéma. On avait froid sans chien. Notre histoire anglaise s'arrête là. Nos souvenirs aussi. Nous sentions que nous n'étions pas chez nous. Samy nous l'avait dit. Par-delà les années, quand nous parlons de vous avec Madeleine, nous pensons à Samy qui doit être très vieux. Je n'aime pas parler de la mort, enfin pas trop. Pour nous, vous êtes Samy que nous n'avons pas eu le temps d'aimer. C'est dur de n'avoir pas le temps d'aimer. On a bien le temps de travailler, de manger, d'écrire des lettres. Vous êtes pour nous à 4 pattes. Et c'est un compliment. Au revoir, madame. Un de ces jours, au Palladium, je me maquillerai.